Vous vous demandez peut-être si toute cette folie qu'il y a dans le monde de JavaScript et particulièrement en front va s'arrêter un jour. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un framework qui s'imposerait et qui mettrait enfin un terme à cette course effrénée qui fait qu'on a sans arrêt X framework qui se tire la bourre, hein, depuis le moment où j'ai commencé cette vidéo. Maintenant, il y a peut-être déjà un nouveau framework qui est sorti, qui a été poussé en production. C'est une question qu'on n'est pas les seuls à se poser, puisque c'est rien moins que Evan You qui se l'est posé et qui donne des pistes de réponse vraiment intéressantes. Comme la vidéo longue, elle fait 44 minutes, je vais vous la résumer plus vite et vous me direz si ça fait écho avec votre expérience d'un ou de plusieurs frameworks. On se sent tout de suite plus attiré par un framework ou une librairie plutôt qu'un autre. Et si vous regardez tout simplement, vous avez vu la façon de rendre quelque chose de manière conditionnelle, là on pourrait être dans une appli React, mais bon maintenant le JSX est utilisé aussi par Quick, par SolidJS. Vous avez vu là on a un opérateur ternaire, si l'utilisateur a une valeur assimilable à du true, on lui présente, c'est-à-dire qu'on est logué, on lui présente un bouton de log out pour se déloguer, se déconnecter, et s'il n'est pas logué, à ce moment-là on lui présente un bouton de login. Ok, ça c'est une façon de faire qui parlera plus à des développeurs qui viennent du JavaScript et qui vont ensuite vers du HTML. Et là où c'est l'inverse avec cette logique de directive, vous avez vu, on a ce VIF, on a des directives aussi dans le monde d'Angular, là c'est un exemple fait en vue. Eh bien, les deux finalement font la même chose. Il y a simplement certains développeurs qui sont plus attirés par ça parce que ça leur rappellera davantage JavaScript et d'autres qui préféreront partir du HTML et l'enrichir à l'aide de directives, comme c'est VIF ou en Angular ça aurait été ngIf. Donc ça déjà, vous aurez deux camps irréconciliables. Les partisans de l'un vont essayer, notamment sur X, ex Twitter, vont se tirer dessus à boulet rouge parce qu'ils préfèrent ça, d'autres préfèrent ça. Rien que ça empêcherait un framework déjà de mettre tout le monde d'accord, puisqu'il faudra forcément faire un choix ou l'autre. Là où il a vraiment mis le doigt sur des choses importantes, et je vais pas respecter l'ordre parce qu'il y a des choses qui s'auto-posent immédiatement, si votre contexte c'est de trouver rapidement un boulot. Là déjà ça veut dire que ça va éliminer énormément de frameworks d'emblée. Moi par exemple, ça fait des années que je suis fan de Svelte.js. J'aime bien le fait qu'il s'apprend facilement, tout est intégré dedans, on a quasiment un petit Redux dedans avec les stores, on a pas mal d'animations assez élaborées qui permettent de faire des choses très sympas d'emblée. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans Svelte, mais il faut se rendre à l'évidence, Svelte m'a permis de décrocher qu'une seule mission, et encore il y a maintenant ça commence à dater. Là où React ou Angular fournit des opportunités d'emploi infiniment meilleures. Donc vous avez déjà rien que la job demand, ça déterminera le framework que vous choisirez, et ça maintiendra à flot certains frameworks malgré leur ancienneté relative, comme Angular, React ou Vue, et ça empêchera des frameworks nouveaux de grimper rapidement. Par exemple, ce printemps, j'étais passé sur Quick, que j'aime beaucoup. Niveau perf, niveau expérience utilisateur, c'est vraiment excellent. D'ailleurs, je vous remettrai un coupon de réduction vers la formation Quick que j'ai créée, qui fait 4, 5 ou 6 heures, je sais plus, elle s'est enrichie au fil de l'eau. C'est clair que quelqu'un qui cherche un boulot rapidement, ça sert à rien de passer à Quick ou à Svelte. En revanche, si vous êtes solo entrepreneur et que vous voulez créer rapidement un produit, que vous voulez qu'il ait de super bonnes perfs, là, tout de suite, vous pouvez passer sur des frameworks qui ont dans leur ADN cette recherche de performance, notamment par le fait de mettre le moins de JavaScript possible au départ et de l'ajouter qu'au moment, par exemple, où vous défilez, à ce moment-là, vous avez ces logiques d'intersection. Dès qu'un élément devient visible, hop, vous les loadez le JavaScript correspondant. Ce serait dans le cas chez Astro ou chez Quick. Ensuite, pour le reste, il y a des choses qui se recouvrent un peu. Forcément, si vous avez une grosse communauté, vous aurez un gros écosystème. Par exemple, là, vous avez vu ce petit diaporama, là, je l'ai fait en un quart d'heure parce que j'ai un historique sur Angular, React, Vue, Svelte, encore 2-3 autres. Mais je savais que vu la taille de l'écosystème, je trouverais très facilement de composants de base qui me permettra ensuite d'avoir le rendu de mes photos parce que dans le monde de React, l'écosystème est tellement gigantesque. J'ai trouvé au moins une dizaine d'image viewers pour faire ce que je voulais faire. Là où dans d'autres domaines, par exemple dans le monde de Quick ou d'Astro, là j'aurais sans doute du tout faire à la main. Et aussi, il en a pas parlé, mais moi je peux vous le dire par les expériences que j'ai eues. Selon le domaine métier que vous visez, vous savez qu'il y a certains frameworks que vous êtes quasiment sûr de rencontrer. Par exemple, des grands comptes publics ou privés ont une forte préférence pour Angular. Et donc du coup, dans l'historique, leurs applications, celles qui leur apportent de l'argent, bien souvent en front, elles ont été développées en Angular, et ça va continuer des années. Donc même s'il y avait un framework qui sortait maintenant, qui mettait tout le monde d'accord, les applications qui sont développées avec Angular dans le monde de la banque, de l'assurance, et de beaucoup d'autres domaines, resteraient, parce que les entreprises s'amusent pas à dépenser des centaines de milliers, voire des millions d'euros à réécrire leurs applications, parce qu'il y a un nouveau framework qui est sorti, qui est censé mettre tout le monde d'accord. Donc vous avez eu tous ces critères, et puis évidemment la développeur experience, mais là maintenant, les créateurs de nouveaux frameworks sont devenus malins. C'était le cas des développeurs de Quick, par exemple,
ou de Solid.js, eh bien ils reprennent la même developer experience que la librairie qui a tout écrasé au niveau mondial, c'est React. Ce qui veut dire aussi que ça crée une certaine inertie. Et ça, il en parle bien. Evan New, il a appelé ça le Chosen Path Inertia. Je n'ai pas fait de capture d'écran là-dessus. C'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, quand vous avez une base d'utilisateurs de votre framework qui vous suit et qui grandit, eh bien vous allez avoir de plus en plus de mal à faire changer votre framework, à le faire évoluer, même si ça devient nécessaire de le faire. Par exemple, en ce moment, depuis Angular 16, l'équipe d'Angular pousse fortement en direction des standalone components, là où tout partait des modules. Et également, historiquement, c'était Zone.js qui était utilisé par Angular. Et là, maintenant, avec la généralisation de l'utilisation des signals, les signaux, on dirait en français, il a fallu se débarrasser de Zone.js et maintenant d'aller progressivement vers les signaux. Et donc, tous les frameworks ont cette inertie qui fait que leurs utilisateurs, ils n'ont pas envie que les choses changent. Donc c'est le paradoxe, comme je le disais dans une autre vidéo, nous les développeurs, on aime bien la nouveauté, mais on n'aime pas le changement. C'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, on l'a vu avec le créateur du framework Angular, qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti faire Quick. Parce qu'au bout d'un moment, on se rend bien compte que vous pouvez pas braquer tous vos utilisateurs en faisant des changements trop radicaux, parce qu'ils mettent du temps à monter en compétences. Et à ce moment-là, on leur dit, on va tout casser. C'est ce qu'avait fait Angular, si vous vous souvenez, en passant d'AngularJS à Angular tout court. Tous les concepts que vous aviez durement bossés et après utilisés, ils avaient été bazardés pour passer à Angular tout court. Donc on sait que ça peut se payer très cher. Et là, en ce moment, je suis en train de monter en compétence sur la V6 de React Router. En fait, je me rends compte que React Router ressemble de plus en plus, niveau complexité, en tout cas en learning curve, en temps à consacrer à monter en compétences, qui ressemble de plus en plus à Angular, permet de faire des choses plus complexes, mais au passage, il perd ce qui faisait la force du routage Angular, c'est sa simplicité. Très simple, vous aviez un browser router, vous mettez en enfant des routes, et hop, ça roulait, si vous étiez, ça marchait en 5 minutes. Là maintenant, si vous avez l'occasion de creuser dans la V6 de React Router, ça peut faire beaucoup de choses en plus, comme le fait de gérer la récupération de données lorsque vous naviguez vers une page que faisait Angular depuis bien longtemps. Maintenant, ils le font nativement avec leur loader. Vous avez la possibilité de gérer des formulaires aussi beaucoup plus facilement sans utiliser du useState ou du useEffect dans tous les sens, en utilisant des choses plus propres, plus proches de ce qui se fait nativement avec des formes data. Et alors du coup, c'est une montée en compétences plus dure. Et je peux le voir dans les commentaires de gens qui montent en compétences sur cette version de React Router. Ça râle. Et l'argument qui avançait, c'est c'était simple avant et puis maintenant c'est devenu super compliqué. Quand en tant que créateur de framework vous avez choisi un certain chemin, vos utilisateurs vous en voudront si vous vous en écartez. Après, vous avez des choix aussi propres à certains frameworks. Par exemple, certains frameworks ont un virtual DOM, ce qui vous permet d'avoir une arborescence d'objets JavaScript. Et d'autres sont absolument contre, c'est le cas du créateur de Svelte, qui considère que c'est une grosse perte de performance et qui a préféré avoir un compilateur pour avoir une meilleure utilisation de la mémoire, de meilleures performances. Donc là, de nouveau, c'est pareil, vous aurez deux écoles. Et ce sera impossible de mettre d'accord ceux qui sont fans du Virtual DOM et ceux qui préfèrent une approche où vous avez un compilateur qui vient ensuite générer ce dont vous avez besoin et même vous débarrasser du framework au passage. Bon, évidemment, la montée en puissance des méta-frameworks vous aura pas échappé. Dans le monde de React, c'est Next. Dans le monde de Vue, c'est Next. Remix, un concurrent de Next et React. Svelte, c'est le méta-framework de Svelte. SvelteKit, pardon, le méta-framework de Svelte. Il y a QuickCity, qui est le méta-framework de Quick. Et au passage, je vous remets en description le coupon de réduction vers la formation Quick que j'ai sorti. Je crois que pour l'instant, en francophone, je suis le seul à avoir sorti une formation, profitez-en. C'est vraiment un framework exceptionnel. Mais de nouveau, si vous cherchez un framework qui vous permettra de trouver facilement du boulot, c'est pas le framework qu'il faut choisir, Quick. En revanche, si vous êtes dans une boîte qui vous permet, sur un nouveau projet, de partir sur quelque chose de très performant, essayez Quick. Les 5 piliers que doivent fournir les différents créateurs de frameworks et de librairies populaires. Donc on sent qu'il y a une direction commune qui est prise par tous ces frameworks, mais de nouveau, selon les préférences que vous avez, si vous préférez React et son côté plus léger, même si c'est amélioré maintenant par le fait que en devenant de plus en plus riche en fonctionnalités, React commence à devenir aussi complexe et avoir une phase de montée en compétences qui commence à s'approcher de celle d'Angular, mais on continuera à avoir au moins 5, 6, 7 équipes qui travailleront sur pratiquement dans la même direction, et on verra pas arriver à un énorme framework, un énorme méta-framework qui mettrait tout le monde d'accord, et qui ferait que on n'aurait plus à hésiter à chaque fois à se demander qu'est-ce qu'on doit apprendre maintenant, est-ce que il vaut mieux apprendre Vue et Next, ou React et Next, ou Svelte et SvelteKit. Même si d'un côté, quand vous apprenez un méta-framework, vous vous familiarisez avec tout les concepts propres à
ces méta-frameworks, le fait que le routage, maintenant il se fait par convention, le simple fait de positionner vos composants dans une certaine arborescence, la route se crée automatiquement pour vous. Le fait de pouvoir avoir une static generation, c'est-à-dire de pouvoir créer à l'avance des sites multipages qui rendront le SEO extrêmement plus facile pour les navigateurs qui ensuite iront sur votre site, qui amélioreront énormément les performances, tout ça, ils le proposent tous. Avec le rendu hybride, là, je suppose qu'il était sur des concepts qu'on voit aussi bien avec Next qu'avec Quick City. Savoir qu'il y a certaines choses qui sont rendues côté serveur et React Server Components aussi, qui sont rendus côté serveur, d'autres côté client et d'autres de manière hybride. Ça, maintenant, ils se mettent tous à le faire. Pour la façon dont vous récupérez vos données. Aussi, est-ce que ça se fait au moment où vous naviguez vers une certaine URL? Est-ce que vous avez une mise en cache? Comment le cache est invalidé, etc. Ils réfléchissent tous aux mêmes choses, ils proposent des solutions assez proches. Et le fait que vous ayez une arborescence de composants qui soit la même côté serveur et côté client. Et là, on peut vraiment dire que Quick a poussé le bouchon de plus loin à la façon de faire la plus aboutie, puisque vous avez une arborescence de composants côté serveur qui est exécutée qu'une seule fois côté serveur, qui est mis sur pause, si on peut dire, et qui est envoyé tel que côté client et récupéré en l'état sans que vous ayez besoin de réexécuter chaque composante comme c'est le cas dans tous les autres frameworks. C'est-à-dire que vous retrouvez à avoir des composants que vous exécutez une fois côté serveur pour avoir toute l'arborescence et savoir où sont les event handlers, et ensuite vous les envoyez côté client et il doit tout réexécuter pour savoir où, ce qu'on appelle la phase d'hydratation, où remonter tous les event handlers. Quick, vous le faites qu'une seule fois côté serveur et c'est envoyé côté client. C'est très fort. De nouveau, j'ai une formation Quick qui détaille la chose, notamment il montre comment le faire concrètement. Ce sera en description. Et là, la tendance intéressante, c'est là qu'en fait finalement, Evan-You abandonne totalement l'idée qu'il y aura un jour un framework qui mettra tout le monde d'accord. Déjà, le simple fait que les préférences resteront très tranchées. Ceux qui préfèrent, si on reprend simplement l'exemple de JSX, c'est ceux qui préfèrent les directives qui enrichissent du HTML, déjà, là, c'est déjà des camps irréconciliables. Donc, il s'est rendu compte qu'une chose qu'il a vécu lui-même avec Vite, qui au départ était un projet qui permettait d'avoir un serveur de développement dans le monde de Vue, il a réussi à débarrasser son outil, son serveur de développement de tout ce qui était propre à Vue. Maintenant, il peut être utilisé partout. Et je me souviens d'une interview intéressante du créateur de Solid.js, Ryan Carniato, de Solid.js, qui a bien dit que Vite lui a fait gagner peut-être 6 mois de développement, parce qu'il avait besoin d'un outil similaire. Finalement, il a pu prendre Vite du fait qu'il était devenu un framework agnostique. Il voit le fait qu'il y ait des outils comme ça créés au départ pour un framework et débarrassés de ce qui était propre à ce framework, pouvoir être utilisé par d'autres frameworks. Donc c'est le cas de Vite, son outil, mais c'est le cas aussi de ce qui est développé par l'équipe de Nuxt. Donc ils ont créé UNJS, Unified JavaScript Tools. Et donc là, il y a un ensemble d'outils comme un serveur qui peut permettre de déployer depuis n'importe où, notamment sur tout ce qui est serveur distribué comme Edge ou comme les Cloudflare. Alors je sais pas comment ça s'appelle, les workers, je crois, de Cloudflare. C'est Nitro. Là, pareillement, vous aurez un outil qui vous permettra d'avoir un système de plugins pour différents types de build tools et un outil de bundling. Et donc maintenant, je suppose que c'est l'équipe d'Evan-You qui est dessus. C'est Volar.js qui vous permet, il collabore avec Astro d'ailleurs pour ça. Si vous avez déjà joué avec Astro, vous savez qu'avec Astro, vous pouvez avoir du React par exemple. Vous pouvez avoir d'autres frameworks utilisés, d'autres librairies côté client avec Astro. Et à ce moment-là, pour avoir de l'intelligence propre à un autre type de fichier que celui sur lequel vous travaillez, ça nécessite un outil tel que Volar.js. Et j'ai failli oublier, pourtant il est important celui-là, vous avez peut-être entendu parler de React Query qui vous permet non seulement de gérer les requêtes, qui est équivalent d'un fetch vers une API par exemple, et qui vous permet aussi d'avoir un cache très sophistiqué, notamment décider à quel moment le cache sera invalidé pour qu'une nouvelle requête se fasse, ou au contraire qu'elle se fasse pas et que vous tapiez dans le cache. Il se trouve que la TanStack maintenant, elle est plus spécialisée, elle est plus réservée à React via React Query. Elle marche aussi avec d'autres frameworks, au moins avec Vue, avec Svelte et peut-être avec d'autres aussi. Donc voilà, c'est une tendance lourde. Donc plutôt que de voir un framework qui va se mettre à s'imposer et écraser tous les autres, ou en tout cas à devenir ultra majoritaire, lui, ce qu'il voit venir plutôt, et qu'il appelle même de ses voeux, ce serait des outils framework agnostiques. Moi, je sais qu'à une époque, j'avais beaucoup cru au Web Component, donc je suis content qu'il évoquait la chose. Je regrettais à un moment donné que les Web Components n'aient pas été matures plus tôt. Ça fait qu'on n'aurait pas eu toute cette fragmentation en framework. Mais là où finalement ça m'a soulagé, ça fait quelques années que j'ai laissé tomber les Web Components, c'est que finalement c'est plutôt utilisé
dans des contextes très précis, comme par exemple Ionic. Comme Ionic maintenant vous permet de créer des applications mobiles hybrides en développant avec Angular, ça c'était le cas historiquement, c'était qu'Angular, mais ensuite c'est ajouter la possibilité de créer des applications mobiles hybrides avec React aussi, avec Vue, avec Svelte aussi il me semble. Mais voilà, pour eux, les Web Components ça a rendu un immense service, ils ont pu développer leurs composants une seule fois, et ensuite les rendre utilisables dans le contexte de plusieurs frameworks et langages différents, enfin frameworks plutôt différents. Et ils pensent qu'il y a une limite à l'utilisation des Web Components du simple fait qu'ils n'offrent pas une bonne façon d'avoir un rendu des composants uniforme, et ce qui implique aussi la gestion de la réactivité. Et ça c'est quelque chose qui est central en 2023 et probablement en 2024. Vous avez dû voir passer les signals, les signaux, qui ont été très popularisés par Solid.js et qui maintenant s'imposent chez tout le monde. Quick utilise les signals, React, Angular 16 maintenant en bêta les signals et donc vont bientôt sortir en version définitive. Et ce qui est assez drôle, c'est que finalement, on en revient à la situation de Knockout.js. Je sais pas si vous avez connu, dites-le moi en commentaire. En 2009, il y avait ce framework qui avait cette réactivité très fine qui permettait de provoquer le rendu d'une partie seulement de votre page lorsqu'un petit changement d'état très granulaire se produisait. Eh bien, cette granularité avait été masquée par Vue au départ. Donc, ils voulaient rendre les choses plus faciles pour les développeurs. Donc, meilleur développeur expérience, mais moins de contrôle. Et maintenant, avec Solid.js, on revient sur le fait de populariser, si on peut dire, un micro-rendu d'une partie seulement, que ce soit pas tout un component qui soit rendu quand un morceau d'état change, que ce soit uniquement un petit morceau d'état, et donc quand un petit morceau d'état change, que ce soit aussi un petit morceau de votre composant rafraîchi, et pas tout le composant lui-même, ainsi que toute l'arborescence des enfants de ce composant. Eh bien, donc maintenant, avec l'avènement des signals, voilà, ça manquerait, c'est quelque chose qui manquerait aux Web Components. Et pour en terminer avec les Web Components, le fait aussi que la gestion de l'état ne soit pas intégrée aux Web Components. C'est pour ça qu'on a des frameworks et des librairies, dont un des boulots, c'est justement de nous permettre de gérer l'état et qu'ensuite, en cas de changement d'état, il y ait un rafraîchissement d'une partie de la vue. Ça, c'est pas quelque chose qui est fourni nativement par les Web Components. Et enfin, tout ce qui est server-side rendering, ça, c'est quelque chose qui est fourni par tous les méta-frameworks. Ça va sans doute devenir de plus en plus populaire. Et ça, c'est pas quelque chose qui est rendu possible par les Web Components. Sans regret que les Web Components n'aient pas réussi à s'imposer. Donc Evan You espère qu'il y aura de plus en plus d'outils framework agnostiques qui seront créés. Votre JavaScript fatigue n'est pas prête de se calmer, sauf si évidemment vous considérez le fait que vous n'êtes pas obligé de toute façon de vous mettre sur tous les frameworks qui sortent. Pour en revenir à cette slide, c'est quand même beaucoup votre situation, le contexte dans lequel vous êtes. Notamment si vous cherchez un poste rapidement ou pas, là déjà ça vous élimine une dizaine de frameworks et ça se joue entre Angular, React ou Vue. Selon vos préférences, aussi ça vous permet de déterminer ce que vous prendrez. Ce sera plutôt des frameworks qui utilisent du JSX et du Virtual DOM ou au contraire des frameworks qui se basent sur l'enrichissement du HTML comme avec les directives comme Vue ou comme Angular. Et aussi si vous avez des projets d'applications que vous pouvez développer sans que votre client vous impose une techno, parce que lui c'est un expert métier, il s'en fiche de la techno, et vous êtes libre à ce moment-là de choisir, si vous avez envie de choisir Solid.js, Svelte ou Quick. À ce moment-là, ça vous laisse libre, et ça dépendra également de ce sur quoi vous avez le temps de monter en compétences. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi est-ce que vous passez d'un framework à l'autre, qu'est-ce qui vous motive, est-ce que c'est les contraintes lié au fait de devoir trouver rapidement un poste, ou bien parce qu'on vous met sur un projet particulier qui est déjà sur une techno qui n'était pas la vôtre initialement et que vous devez monter en compétence dessus. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.